Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred pour une nouvelle FAQ et on a eu pas mal de questions intéressantes. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Fred, comment tu vas? Impeccable. Bon, ben parfait. On commence, première question. C'est John 972 qui nous dit: salut Clément, est-ce que tu peux nous reparler de l'adversaire d'Abdul? Ben, on l'a étudié, c'est un solide adversaire. Hein. Ouais. Très dur, solide, très ancré. Ouais, et compliqué parce que c'est des matchs, c'est des combattants, quand tu les regardes, on a l'impression qu'ils n'ont rien de spécial, juste qu'ils sont solides, mais leur performance parle pour eux. Et comme je dis souvent, il est allé à la CA pour perdre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils l'ont fait venir, quasiment, c'était pour le faire perdre, et pas pour le faire gagner. C'est une organisation tchétchène, et c'est pas quelqu'un d'origine tchétchène. Oui. Donc, du coup, ils ont tout intérêt à le faire perdre. D'ailleurs, il avait fait affronter un monstre en lutte, qui avait 12-1, je crois, de mémoire. Hein. Et il a gagné, il a soumis. Alors que vraiment, il a déjoué tous les pronostics, parce que tout le monde pensait qu'il allait se faire tuer. Et du coup, voilà, et du coup, il est très dangereux pour ça. Ensuite, pour ce qui est des classements, moi, vous savez, je ne me fie pas à Tapologie. Parce que Tapologie, pour vous donner une idée, Abdul est 87e sur Tapologie. Et je pense que ça ne reflète pas du tout le niveau qu'il a, Abdul, actuellement. Et lui, son adversaire est 91e. Donc du coup, dans la catégorie, donc ils ont quasiment les mêmes places. Sauf que lui, c'est la catégorie supérieure. Et par contre, sur Fight Matrix, c'est là où je me fie un peu plus. Abdul est 54e, je crois. Donc, parce que des fois ça change. 54e, donc là, ça représente un peu plus, on va dire, le niveau dans lequel il devrait se situer. Son adversaire est 34e. Donc, là, voilà. Pour voir les anciens combats, le record, là on va sur Tapologie, et pour voir le classement, les gens vont sur Fight Matrix. Ben, pour vous donner une idée, ils ont carrément sorti Saladin Parnasse des featherweight, j'ai vu. D'accord. Il n'y est même plus dans les 50 premiers. Sur Tapologie? Ouais, je crois qu'il est 95e ou un truc comme ça en lightweight. Là, ils l'ont mis en lightweight, donc il l'a fait passer dans les 95e. Son adversaire Torres, 135e, ils l'ont mis. Son ancien adversaire aussi qui était super fort. Après, je sais plus comment il s'appelle. Non, Tapologie, je ne regarde plus. Pour voir le record. Oui, pour voir le record, mais je ne regarde pas les classements parce que c'est complètement aléatoire. Alors Fight Matrix, donc le mec est 34e, si vous vous rendez compte, c'est incroyable et vraiment un solide adversaire. Après Abdul, nous on pense qu'il a les capacités de le battre. Je pense qu'il peut faire la différence parce qu'il y a plus de détails, mais attention. Là, le mec est beaucoup plus lourd. Là, c'est un des adversaires les plus lourds qu'il aura jamais affronté. Ouais, plus grand, plus lourd. Donc là... On espère, on a tout mis en œuvre en tout cas mais pour qu'il réussisse. Hein. Maintenant, on verra bien. On verra bien. On verra. De toute façon, on croise les doigts. Et de toute façon, je serai là, moi, pour ma part. Fred sera ici à vous entraîner, à continuer de vous faire souffrir. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'il va performer et qu'après, derrière, ça ouvrira une signature mais dans la Big League. Quoi. Ce qui est bien, c'est que ça fait un challenge pour Abdul. Et on va pouvoir, plus il y aura un challenge, pour avoir son vrai niveau. Enfin, on va le voir dans ses retranchements, on va le voir surtout avec son... Parce qu'il a déjà été poussé dans ses retranchements dans ses précédents combats, mais c'était pas le même Abdul. C'était pas du tout le même Abdul. Viscardi, c'est pas le même Abdul que maintenant. Ouais, bien sûr. On veut le voir, enfin, on veut pas le voir dans ses retranchements, mais on va être poussé à voir petit à petit, évidemment, Abdul dans ses retranchements. Et autre chose, donc voilà, c'est un gros défi pour lui. Je vous dis, c'est la catégorie supérieure, donc 84. En plus de ça, je vous dis, il est classé 34e. Et même sur Tapologie, ils sont à peu près classés équivalents, chacun dans leur catégorie respective. Donc voilà, le mec, là, c'est la première fois qu'en gros, il a un mec qui est favori face à lui, quoi. Normalement, il reste sur le papier, hein, théoriquement. Et ce mec a déjà battu des lutteurs de très haut niveau. Donc ça aussi, ça va être un très bon test pour Abdul. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il a accepté le combat. C'est comme il a déjà battu des lutteurs de très bon niveau, il pense pouvoir se déjouer Abdul. Alors qu'il a eu d'autres combattants qui avaient refusé Abdul, qui n'avaient jamais affronté de grands lutteurs ou qui avaient perdu contre des lutteurs et qui voyaient Abdul comme quelqu'un de trop difficile. Donc ils ont refusé. On pense qu'il a accepté grâce à ça. Parce qu'il a battu des lutteurs. Sachez que la reste, ils ont galéré, vous n'avez même pas idée comment ils ont galéré pour trouver un adversaire à Abdul. Je vous dis, il y en a eu 5 à 6 refus, rien que quand il était à Palavas, pendant 10 jours. Personne ne voulait l'affronter. En 84, je parle, pas en 77, parce que 77, c'est même plus la peine. Mais je parle des combattants intéressants, quoi, des mecs comme Bob, qui sont à peu près dans les classements comme lui. 2 victoires, 14 défaites, qui viendraient prendre un chèque. Abdul, je rappelle, il a 15-1, les gars. Donc il est classé numéro 1 européen.
Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de le matcher. Et en fait, voilà, donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse s'exprimer contre des combattants de haut niveau. Et surtout, lui, il a besoin de challenge parce que pour se motiver, Karl, ça l'avait motivé. Parce qu'il y avait une petite histoire et tout, voilà. Donc ça a créé un challenge, donc il s'est vraiment entraîné. On a vu la meilleure version d'Abdoul qu'on pouvait trouver. Il était énorme, il était vraiment top. Même préparé, même mentalement, vraiment, il y avait tout. Donc voilà, donc en fait, Abdoul, aujourd'hui, il a besoin de challenge. Pourquoi? Parce qu'il commence à avoir un sacré palmarès. Il a battu plusieurs vétérans de l'UFC. Il a soumis des mecs qui n'ont jamais été soumis. Donc là, voilà, maintenant, il veut essayer de... C'est un compétiteur, il veut quand même... il veut se tester contre les meilleurs. Donc du coup, il n'a pas accès à l'UFC pour des raisons qu'on ne sait pas. Donc du coup, il veut quand même... trouver le meilleur dans les autres organisations. Et après le combat, je donnerai une info aussi qui est très importante sur Abdoul. Et je ne la donnerai pas avant, parce que ça pourrait nous porter préjudice, mais je vous donnerai une info très importante. Ouais, les amis, donc l'adversaire d'Abdoul, vraiment, je vous le certifie, redoutable vraiment. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver ses combats, vous verrez bien par vous-même. Il n'a pas affronté des rigolos, il a affronté des mecs vraiment forts et dans une organisation qui est réputée comme être une des plus dures du monde. L'ACA et l'ACB, le Grand Sénie Rouge, personne ne veut y aller, c'est un traquenard là-bas. Donc voilà, redoutable combattant, on espère que ça va bien se passer pour Abdoul. Abdoul a les capacités de le battre, mais le mec en face a la capacité de proposer une véritable opposition. Anto 630, quel est ton rythme d'entraînement? Alors on va dire pour vous deux, vas-y Fred, tu t'entraînes plus que moi. Excusez-nous les gars, il y a du vent, hein. On est dans une salle de MMA les gars, on n'est pas dans une chambre, c'est pas un vrai dans un studio comme Squeezie, c'est authentique, il y a là, la cage, et bientôt dans une... Non, on reste authentique, c'est ce qui nous caractérise. Tout le monde se filme avec des webcams, nous on fait un podcast dans une salle de MMA. Et on va pas changer, non? C'est notre identité. On va refuser TF1 bientôt. Par contre, il faut qu'on règle ces micros et on n'y arrive pas. Donc ça fait, je sais pas combien de mois qu'on a ces micros-là, qu'on a payé une fortune, et on n'arrive pas à les brancher, on comprend rien. On va embaucher un ingé son. Voilà, alors seul j'y arrive, vous avez bien vu, sur la tuile de MMA je l'ai fait avec ça, donc la qualité sonore est bien supérieure, mais à deux, ça ne fonctionne plus, on ne comprend pas pourquoi. Vas-y Fred, tu t'entraînes combien de fois? C'est quoi une prépa physique et un spécifique par jour, sauf le dimanche. Moi, je m'entraîne qu'en prépa physique. Je fais un peu de dissocié en ce moment. Donc, un petit peu de boxe très léger. Comme vous savez, j'ai eu mon opération. Je me suis fait implanter les cheveux. Donc, je ne peux pas faire de grappling, ni de lutte, ni du MMA. Donc, voilà, les gars. Donc, voilà, à peu près, notre charge d'entraînement, elle est comme ça. Fred, lui, il a 2 entraînements à peu près par jour. Voilà. À peu près sa charge d'entraînement. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, comment vous entraînez, ça nous intéresse. Et les disciplines que vous pratiquez aussi. Alors, Remtom 1305 qui nous dit combien de fois par semaine peut-on faire les 3 régimes de contraction musculaire? Alors, j'ai mis cette question, je l'ai partagée parce que je me demande pourquoi j'arrive pas à... Comment ça lui est venu à l'idée de me poser cette question en fait? C'est ça que je me dis, mais comment un type peut me poser une question pareille? Combien de fois on peut mélanger les régimes de contraction musculaire? Les 3 régimes de contraction, je rappelle, il n'y en a pas que 3, mais concentrique, excentrique et isométrique, donc c'est les régimes de contraction. Et je ne sais pas pourquoi il me pose cette question, mais bon, en plus c'est un sujet qui est intéressant à aborder. Déjà dans le spécifique, ça dépend de la discipline que vous pratiquez, vous risquez de les solliciter quasiment tous les jours. Il y a très peu de disciplines qui demandent et qui sollicitent qu'un seul régime de contraction en réalité, surtout dans l'entrée du mouvement. Donc ça dépend on dit que l'excentrique, il y a en fonction de comment tu vas le travailler, de comment tu vas le solliciter, parce qu'attention, il y a plusieurs versions de l'excentrique. Il y a des excentriques très rapides, comme on fait la promotion de mon ami Mathias, ou l'excentrique qui est un peu plus connu, qui est le supramaximal, donc on va mettre des charges que normalement nous ne sommes pas capables de développer en concentrique. Moi je ne suis pas très fan de ça, vous savez que j'aime pas manipuler les charges, donc j'arrive pas à gérer, toi je sais que c'est pareil. Mais moi je ne vois pas d'inconvénient de les travailler, parce que de toute façon, je dis dans le spécifique, tu vas devoir les solliciter. Maintenant dans un travail dissocié, effectivement, tu peux risquer la surcharge, mais c'est très vaste comme question. Je pense que moi c'est plus la charge qu'il faut adapter que les régimes de contraction. Et les régimes de contraction, moi je les utilise surtout pour varier les chemins que je vais prendre pour provoquer l'anabolisme musculaire. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Bruno? Non, pareil. Voilà, donc c'est... Non,
Franchement, en plus, dans le spécifique, tu peux pas vraiment, t'es pas maître de tes... Bah oui. Tellement de... Bah, c'est des disciplines ouvertes, hein, qui dépendent de ce que fait l'adversaire. Donc il y a beaucoup de disciplines où c'est ça. Oh non. Ensuite, soutien Straff. Intéressante sa question. Quelle est la clé pour être un grand combattant, selon toi, Fred? La clé pour être un grand, ça veut dire dans... un grand combattant, top 10, top 10 mondial, quoi. Aujourd'hui, franchement, je te dirais passionné et hygiène de vie. En plus du talent, en plus de ça, mais parce que t'as beau avoir le talent que tu veux, si t'as pas l'hygiène de vie, t'as beau être aussi passionné que tu veux, si t'as pas une bonne hygiène de vie, tu vas pas durer dans le temps. Et ce qu'il faut, pour arriver dans le top 10 mondial, t'as besoin de minimum 7, 8, 9, 10 ans de pratique. Et tu vas te péter avant d'arriver au bout si t'as pas une bonne hygiène de vie. Donc je dirais maintenant, aujourd'hui, je te dirais l'hygiène de vie. Alors qu'il y a quelques années, je t'aurais dit être passionné, plus je t'aurais dit le travail, la génétique. La génétique, ça y joue. Hein. Ah oui, mais aujourd'hui, je te dis l'hygiène de vie plus. Ah d'accord, ouais. Parce que toi, on a eu des mecs assez doués et qui avaient tellement une hygiène de vie pourrie qu'au final, même ils auraient été aussi doués qu'ils veulent, mais ils étaient voués à l'échec. En y repensant, c'était voué à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais de toute façon. Quelqu'un qui aime trop la fête, trop mal manger, il peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au bout d'un moment, il va. Ah, bien sûr. Donc l'hygiène de vie. De toute façon, c'est sûr que ça. Pour moi, après ça. Moi, j'ai toujours dit qu'après, arriver à un certain niveau, la différence entre les très bons combattants et les grands combattants, c'est que c'est sur des détails. C'est des pourcentages qui font la différence. Et donc, du coup. Après, être passionné, parce que c'est quand même. Tu peux être bon 1 an, 2 ans, mais pour quand même durer longtemps, il faut quand même être passionné par ce que tu fais. Mais après, moi je dirais passionné et l'hygiène de vie. En fait, autant, il y a des années, je t'aurais pas dit l'hygiène de vie, ça me viendrait pas à l'esprit. Mais j'ai eu pas mal de mecs partir en vrille. Ah oui, complètement. Par exemple, qui le disait il y a pas longtemps, c'était Arnaud Templier dans un podcast là, qui parlait de Zouman Assissé. Oui. Il disait que Zouman Assissé, c'était l'hygiène de vie. Ouais, qui mangeait, ce qu'il voulait, quoi. Et ça, mais des comme ça, il y en a eu plein. Ah non, mais il y en a eu tellement que j'ai rencontré que... Non, mais de toute façon, cette discussion, je l'ai eu à plusieurs reprises avec plusieurs combattants. Et quand tu te couches tard, que tu manges n'importe quoi, etc., mais c'est une incidence significative sur tes performances. Ça, il n'y a pas... C'est prouvé par A plus B, il n'y a pas de débat à avoir sur le sujet. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, à très haut niveau, l'assiduité, l'implication, la motivation, l'adhésion, ça va faire une différence significative. Moi je dirais, alors après, hormis le talent, parce que bien sûr que si tu n'as pas de talent, je te dis sincèrement, ça va être très compliqué. Mais il faut que tu aies un contexte. Moi je dis contexte. Le contexte. Ouais, contexte et hygiène de vie, pareil. Hygiène de vie, j'englobe donc implication dans ton projet, quoi. C'est-à-dire te dire, voilà, j'ai choisi d'être combattant professionnel, j'ai la vie d'un sportif professionnel. C'est-à-dire le sommeil qui va avec, tout ce qui doit aller avec, en fait. Créer un cadre autour de ça qui permet de performer, Et donc, du coup, le contexte, c'est... il y a un vent incroyable, on va s'envoler, Fred. C'est la tempête. C'est la tempête. Pourtant, il fait beau. Du coup, je disais, le contexte, c'est extrêmement important. La structure, les entraîneurs, le staff que vous avez autour de vous, si vous avez des bons sparring... Et après, si vous avez un bon management aussi, tout ça, c'est extrêmement important. C'est un tout, Et après, ce qui fait que tu seras peut-être top 10 mondial ou pas, c'est après le talent, le petit truc en plus qui fait que c'est le mental aussi, on n'a pas parlé de mental, mais capacité à... Oui, mais ça fait partie de l'hygiène de vie, parce que pour avoir une hygiène de vie, il faut du mental, de toute manière. Donc il y a plein de petits détails, Alors ça, j'ai déjà répondu à cette question. Hop. Tim Volkanovski qui nous dit: prochaine FAQ, que penses-tu de la signature de Roberto Soldic au One Championship au lieu de l'UFC? Bon, ça on en a déjà parlé un petit peu, mais Soldic, il y a pas mal. Apparemment que ce serait un aspect financier. Mais nous on connaît en fait des gens qui sont entraînés avec lui et tout, et il ne serait pas passé à l'USADA, clairement, honnêtement, pas tagiversé 50 ans. Tout le monde sait, en off, tout le monde sait qu'il ne serait jamais passé, et pas que lui, mais il ne serait jamais passé au test USADA. Et apparemment qu'il n'est vraiment pas du tout le même
il est dedans et quand il n'est pas dedans, quoi. Que même psychologiquement, c'est plus du tout la même personne. Donc c'est vrai qu'effectivement... D'ailleurs, la personne qui l'a battu est à l'UFC. C'est du plaisir, c'était plus, ouais. Exact. Donc le mec qui l'a battu à Soldic est à l'UFC. Soldic aussi l'a battu, d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un redoutable combattant. J'ai hâte de voir, tu sais, il a eu une mésaventure malheureusement à son combat à ONE FC où il a été touché dans les parties. Ah oui, exactement. Donc après on espère qu'il va briller là-bas, hein. Moi je pense qu'il a les capacités de le faire. C'est un redoutable combattant. Et non, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. En plus le One, c'est là où c'est dur, c'est très petite catégorie. Après je sais pas exactement si il veut être en middleweight ou en welterweight. C'est comme c'est différent les KT One. Ah ouais. Donc je sais pas du tout. C'est vrai qu'il avait deux ceintures en KSW. Ouais. Il avait le welter et middle. C'est ça. Donc voilà, non, très bon combattant. Et après, en plus, apparemment que le ONE FC lui aurait fait une super proposition. Plusieurs centaines de milliers de dollars. Ouais, il a raison. Et je te dis, je suis sûr de conserver mes performances. Ouais. Je suis bien, à mon avis, il est bien traité, tu vois, là-bas. Ah ouais. Et en plus, il doit bien aimer la vie, etc. Le KSW, il devait bien gagner en plus. Oui, il gagnait très bien sa vie, je crois. Pour 10 plus 10, il était un peu plus. UFC, ouais. Non mais après lui, non mais ce que je pense qu'en plus il s'est dit que ça allait être compliqué en plus parce qu'en middleweight je vois pas vraiment, pas passer Pereira par exemple, tu vois, parce que lui c'est un striker, tu vois, mais là je vois pas ce qu'il peut proposer. Hein. Là les strikers en 84 c'est chaud et à 77 c'est des lutteurs, donc en fait en haut t'as que des strikers qui sont plus forts que toi et en bas t'as que des lutteurs qui ont des rythmes de dingue. Parce que moi sur le dit que par exemple je vois pas ce qu'il propose, mais j'aurais beaucoup de difficulté à le voir passer Ramzat. Il a vraiment pas le jeu pour ces Ramzat. Il y en a qui disent que oui, mais alors moi je trouve pas, alors vraiment pas du tout quoi, tu vois. Ou Covington ou des mecs comme ça. Hein. Ça serait très dur pour lui. Donc il a raison, après au moins il assure ses arrières et financièrement il se met à l'abri. Mais après comme je vous dis en plus c'est une belle organisation le ONE. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup le ONE FC. Après, il y en a qui détestent. Mais toi, tu étais allé voir des événements ONE FC en Malaisie. C'était pas le grand ONE FC, parce que c'était en 2014, donc c'était peut-être pas aussi grand. Mais c'était bien organisé, hein, c'était beau, hein, c'était propre. À Kuala Lumpur, franchement, c'était très propre. Ouais. Bah, il y avait le frère de Gilbert Burns qui combattait, je me rappelle. D'accord. Et il avait fait quoi? Il avait gagné, mais combat chiant. Mais bon, il avait gagné. Thibaut Monnier. Qui nous dit merci les coachs pour vos vidéos, c'est toujours extrêmement enrichissant. Question pour votre prochaine FAQ, que pensez-vous du FST 7 de Annie Rambod? Efficace, un intérêt pour la prépa physique dans nos disciplines. Merci, continuez comme ça, les chefs. Mais merci à toi. Alors, Annie Rambod, pour ceux qui ne savent pas, actuellement il est considéré comme le meilleur entraîneur de bodybuilding au monde. Tu sais, c'est l'Iranien qui entraîne, je ne sais plus comment ça s'appelle, Adi Chopin, et qui entraîne aussi Seboum. Il a entraîné Seboum. Ouais, c'est lui qui l'a pris vers la fin là. Oui, c'est ça, exactement. Donc lui, il a une technique, qu'il appelle une technique d'intensification, hein, ou d'activation, ou de sollicitation, ça dépend, c'est les podcasts où il intervient, où en gros, à la fin d'un entraînement, il va travailler sur des mouvements d'isolation, où il va faire du coup, il va faire un travail d'isolation un peu plus accentué pour en gros se terminer, et lui, il part du principe qu'il joue sur les fascias, qu'il fait des étirements sur les fascias, etc. Ouais. Alors, il y a des pistes de réflexion qui sont très intéressantes avec Annie Rambod. Il a beaucoup d'expérience aussi, du haut niveau. Il y en a qui vont dire ouais mais il entraîne des mecs chargés, oui non mais bon tous les mecs face à ses élèves ils sont chargés aussi. Mais c'est quand même un mec, on peut pas cracher sur le fait qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il a géré énormément d'athlètes de très très haut niveau, ça se fait sur les détails. Et en général ces athlètes quand même ils n'arrivent pas dans de mauvaises conditions. Ensuite ce travail d'intensification, on voit quand même qu'il a recherché, alors il s'inspire d'autres personnes, hein. Il s'est inspiré de Gironda, il s'est inspiré de ce que faisait Plast, il s'est inspiré même de ce que faisait un peu Noubré à un moment donné, mais voilà, après, quand il parle de fascia, il dit, voilà, en fait, toute sa façon de justifier sa méthode d'entraînement, c'est super, moi je trouve ça très intéressant, son témoignage, mais par contre, quand il commence à parler des fascias, il ne sait pas physiologiquement comment ça fonctionne, donc en fait, c'est là où il se fait tailler un peu, parce que c'est vrai que c'est très approximatif. Parce que quand tu sais comment ça fonctionne, alors de mémoire, ça s'appelle protéoglycane. Voilà.
Mais quand tu sais comment ça fonctionne, tu t'aperçois que tout ce qu'il dit, c'est très aléatoire, quoi. Donc voilà, non, mais après il travaille sur les fascias, mais il y a d'autres techniques pour travailler sur les fascias qui sont très intéressantes. Mais en tout cas, la réflexion d'ensemble, elle peut être intéressante. Et parce qu'en gros, c'est ce qui fait la distinction entre sa méthode et les autres, c'est que voilà, ce qui va aller chercher l'isolation sur la fin sur un mouvement précis. Et après, derrière, voilà, il va faire comme tout donné, je crois que c'est 7 à 8 séries, exactement, je ne sais plus exactement combien de séries, parce qu'il y a plusieurs variantes, hein, je crois que c'est entre 7 et 11 séries sur un mouvement donné d'isolation. Est-ce que ça peut être intéressant sur nos disciplines? Vous savez, on dit toujours à Fred, on n'est jamais aussi fort sur le plus faible. Donc ça dépend des individus, bien entendu, mais oui, ça peut être pertinent. Donc voilà, donc oui, on ira en mode, oui, je pense que ça a une certaine efficacité, surtout à très haut niveau. Surtout peut-être pour des détails ou des muscles qui auraient éventuellement un retard, je n'en sais rien, parce que c'est ce qu'il a dû observer. Mais voilà, après surtout ce qu'il dit, quand il parle des fascias et tout, non, ça c'est pas exactement comme ça que ça va fonctionner. Fouziel 62-73. Que pensez-vous du cardio de Badr Hari? Comment se fait-il qu'il n'arrive plus à tenir 3 rounds malgré ses entraînements? Peut-on travailler encore ça à 37 ans à haut niveau? Mais déjà, Badr Hari, il faut savoir qu'il tape tellement fort. C'est pour ça qu'on j'ai sélectionné cette question, c'est parce que vous allez comprendre. Quand on tape extrêmement fort, c'est très très dur de taper fort pendant tout le combat. Et la gestion de l'effort est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on voit des Connor et tout. Connor, qui fatiguent énormément. Beaucoup de gens ils disent qu'il n'a pas de cardio, il n'a pas de cardio. Mais c'est pas aussi simple qu'il n'a pas de cardio. Il génère tellement de puissance, tellement de force, c'est tout que. Après, tu as des boxeurs que tu comprends pas. Canelo, c'est incompréhensible. Gervonta Davis, là, pour parler de lui, c'est incompréhensible aussi. Après, Canelo, c'est Davis, c'est des très petites catégories. Donc tout le monde a du cardio, plus ou moins. Mais le rythme, il n'est pas le même. Ouais. Mais après, Canelo, c'est vrai que je vous l'accorde, mais c'est un diesel, Canelo, après. Et vous allez vous apercevoir qu'il accélère vraiment à partir du mi-combat en général. Mais c'est vrai que oui, lui, je pense, déjà, Badr Hari, je pense, c'est un mec qui n'a pas beaucoup de cardio à la base. En plus de ça, génétiquement parlant. En plus, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Et en plus, il frappe comme une huile, vous avez vu. Chaque coup, il a des mauvaises intentions. Donc en fait, il n'a aucune économie d'effort. Il n'y a pas de coup pour cette. Non, il n'est pas du tout. Il y a un rang avec les arbitres. Et c'est pas un adepte de stratégie, de la tactique. Moi, je l'ai vu, c'est un mec qui est impressionnant. Je l'ai vu, en vrai. Il est incroyable. La puissance qu'il génère, la vitesse d'exécution, il est incroyable, ce gars. C'est pour ça que voilà, Est-ce que ça peut s'améliorer? C'est ça la question aussi. Oui, est-ce que ça peut s'améliorer à 37 ans quand tu es un poids lourd? Et quand les performances ont oscillé. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'après on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'à un moment donné, Badr Hari, des fois il arrive dans des conditions, tu te demandes s'il n'a pas 18 ans et tellement il est incroyable et des fois il arrive dans des conditions. Et ça aussi, malheureusement, ça a une incidence assez significative sur les performances des individus. Donc oui, ça peut se travailler, mais effectivement, c'est surtout sa gestion d'effort, je pense, qu'il y a. Stanton Island, qui nous dit, faut-il renforcer les tendons et comment? Alors, tout ce qui est tissu conjonctif, c'est extrêmement difficile à renforcer. Pour plusieurs raisons, et d'ailleurs on fera une vidéo sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est très intéressant, où je ferai intervenir une personne qui est spécialisée dans les tissus, les tissus conjonctifs, du coup. Et il vous expliquera vraiment comment ça fonctionne, exactement les tenants et les aboutissants, parce que c'est un sujet très vaste, et on entend tout son contraire. On pense qu'en s'entraînant, on crée des contraintes, ces contraintes créent des phénomènes de surcompensation, et nous on va créer des adaptations positives qui vont nous permettre de supporter une charge d'entraînement plus élevée, alors qu'en réalité, les adaptations sont minimes. Et même des fois, malheureusement, elles sont carrément inexistantes pour certains individus, par rapport à certains récepteurs. Donc c'est là aussi qu'il faut être très vigilant, parce que théoriquement, on a envie de te dire, oui, si je mets une contrainte sur mon épaule, par exemple, je vais renforcer mes tissus conjonctifs, je vais renforcer mes tendons. Sauf qu'on s'aperçoit que tous les mecs qui mettent beaucoup de contraintes, ils ont des pathologies, enfin bref, une récurrence au niveau des blessures, des tendinopathies, même si maintenant on commence à dire que ça n'existe quasiment pas. On parle d'autres. Bon, bref, on s'en fout des appellations. Mais du coup, tout ça fait que si
il suffirait de solliciter, s'entraîner pour adapter, personne ne se blesserait. Il n'y aurait plus personne n'aurait de problème. Ça serait théoriquement. Malheureusement, c'est pas si facile que ça. Et au contraire, est-ce que ce que tu gagnes, est-ce que ça t'est profitable ou est-ce qu'au contraire, ça va pas venir te blesser et te faire régresser derrière. Et te faire régresser derrière. Et c'est ça aujourd'hui le plus gros débat qu'il y a. Hein. C'est-à-dire le débat, c'est de savoir est-ce que le risque en vaut la chandelle, est-ce que les bénéfices valent le risque, et c'est là, c'est ce qu'on essaye de répondre au quotidien nous, et c'est cette balance que nous devons faire nous tous les préparateurs physiques. Voilà. C'est cette question-là, personne. Les gens ne se la posent pas assez souvent. Des fois, ils nous disent est-ce que je ne devrais pas faire ça pour progresser? Tu peux le tenter, mais ça va t'apporter quoi? Et derrière, qu'est-ce que c'est le risque? Et souvent, le risque, c'est la blessure. Qu'est-ce que tu veux? Et si tu ne te blesses pas, et qu'est-ce que ça va t'apporter en plus? Mais tu sais, là j'ai des mecs qui me disent je veux me muscler le cou, mon kiné m'a dit il faut que je me muscle le cou parce que j'ai mal au cou. Mec, étudie les cervicales et je te garantis, je te certifie quelque chose, c'est que tu vas très vite te rendre compte que muscler le cou c'est pas aussi facile que ce que tu crois et que au contraire par contre régresser au nez à ce niveau-là, et là c'est vraiment, tu peux avoir des problématiques, mais qui peuvent devenir, peut-être qu'ils étaient mineurs, mais vont peut-être devenir majeurs, si tu commences à faire des mouvements d'assistance pour ton cou. Donc attention aussi à ça, parce que je vois trop de trucs, vous savez, c'est comment on appelle ça? Ça rend enthousiaste de se dire, ouais, je me muscle le cou. Souvent on me dit, ouais, parce que pour mieux absorber les coups, comme ça au moins il y a moins de risque de prendre de KO. Des fois, il vaut mieux peut-être passer plus de temps à apprendre à esquiver que des fois. Enfin, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Hein. Des fois, je vous dis franchement, je préférerais vous dire oui, tu fais ça, tu te fais des sauts périlleux sur la tête et tout, vous inquiétez pas, vous allez avoir un coup de taureau, vous serez indestructible. J'ai envie de vous dire ça, je vous dis franchement. Mais quand tu vois ce que ça peut provoquer, aujourd'hui, il y a des mecs qui ont des grosses problématiques. Hein. Et le jour où vous ne pouvez plus faire ça, mais vous pouvez plus dormir à cause d'une pathologie au cou. Nous, avec Fred, on a des gros coups. Et pourtant, bon après c'est spécifique, hein. Faut pas se leurrer, c'est spécifique. Mais pourtant on a fait très peu de travail d'assistance sur le coup. Après, les mecs comme Tyson, ils sont nés avec des gros coups. À 13 ans, ils faisaient pas le coup. Les gens me disent ouais, regarde Tyson, il avait un gros coup, mais il avait déjà il est né avec un gros coup. Tyson, il y a une photo à 13 ans, il a un coup comme ça. Et il n'avait jamais fait de mouvement sur la tête. Hein. Donc attention les amis, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas spolier, on attend un truc et on espère un jour pouvoir vous le présenter. Mais il y a un truc très intéressant sur ça. Du coup, c'est un peu l'héritage de la NFL et tout ça on vous en parlera dans un peu plus de détails. Donc attention, quand on veut créer des adaptations positives, c'est comme les mecs qui disent j'ai toujours mal à l'épaule, on m'a dit de renforcer l'épaule. Oui, il y a une part de vérité, oui. Tu ne dois pas arrêter de la solliciter, c'est pas ce qu'on dit, mais attention, parce que rajouter, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait moi pour me faire les épaules, les deux épaules. C'est comme me disait toujours, oui, il faut que tu te muscles les épaules. Alors qu'est-ce que je faisais? J'ai rajouté moi. Et jusqu'à un moment donné où je pouvais plus bouger, de la douleur, parce que je faisais que rajouter. On me disait non mais il faut que tu les muscles, plus tu les muscleras, mieux ça sera. Et finalement c'était pas vrai. J'ai créé des inflammations chroniques, enfin bref. Voilà. Et du coup. Et surtout, je connaissais pas grand-chose à ce moment-là. Donc c'était difficile pour moi de me faire mon propre diagnostic. Et le pire, c'est que c'était des gens compétents, hein. Mais que du coup ils m'ont induit en erreur. Mais pourquoi? Parce qu'ils connaissaient pas ma charge d'entraînement. Et voilà, et eux, ils te disent, ils voient 50 personnes dans la journée, ils te disent, oui, bon, t'as mal là, ben renforce-toi. Ouais. Mais ils ne savent pas que le mec, tu entraînes peut-être 2 fois par jour déjà. Si en plus tu rajoutes une contrainte, alors que tu as déjà des contraintes, mais c'est automatiquement, tu vas au casse-pipe. Donc il faut être vigilant, il faut tout quantifier, il faut essayer en tout cas de tout mesurer. On ne peut pas, malheureusement, tout gérer. On peut pas, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais voilà, il ne faut pas non plus aller tenter le diable. Les amis, pensez à vous abonner. On est 22 000, hein, Fred. Bientôt, tu pourras plus sortir dans la rue, hein, je te le dis. Ouais, les fans, ils vont nous sauter dessus, ça. Ouais, c'est ça. Et les amis, ben voilà, la FAQ est terminée. On vous dit à très bientôt, les amis. Ouais. Et on vous remercie encore à tous pour la force.